Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci à vous d'être là et de nous suivre un lundi sur deux sur Radio Grand Lac de 13h à 14h. L'art, la mort et la vie. Alors voici le thème d'aujourd'hui. 1 heure d'émission où nous allons parler à bâton rompu de la mort. Mais aussi de la vie, puisqu'on ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Un sujet délicat à aborder avec les personnes en fin de vie, qui sont en chemin et avec ceux qui ont perdu un proche. Mais autour de nous, il y a toujours quand même quelqu'un qui peut nous aider, un professionnel, un ami, ou quelque chose pour nous libérer, nous apaiser, comme une pratique, le théâtre, l'écriture, la musique. Alors avec moi, pour parler de ce sujet douloureux, délicat, et parfois aussi tabou, je suis entourée de plein de personnes. Alors Maryvonne Kériel, Jean-Pierre Scortani de l'association Jalmave Chambéry, bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci à vous d'être là. Tiffaine Lemarois, créatrice de La Voix des Lucioles, La Voix du Cœur. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Tiffany Loumans, ok. Tiffany, bonjour, tu es accompagnatrice de deuil. Oui, bonjour. Et également créatrice du podcast, le podcast de la mort, c'est ça ? Exactement. Virginie Rigaud, bonjour Virginie, libraire, donc je ne te présente plus, Virginie, libraire de la librairie Chemin Faisant à Aix-les-Bains. Bonjour Virginie. Bonjour à vous. Tu as choisi donc de nous présenter aussi des livres en lien avec 3 livres en lien avec cette thématique aujourd'hui, et aussi avec nous Justine qui témoignera aussi de son histoire, qui pourra nous apporter un témoignage en tout cas de son histoire. Bonjour Justine. Bonjour. Alors devant la mort, on n'a pas toujours les mots, on n'y est que très rarement préparé d'ailleurs, mais c'est certainement, en tout cas pour tous, un chemin à prendre à un moment donné. Alors j'ai envie de vous poser une question à vous tous ici réunis autour de la table. Comment qualifierez-vous la mort, l'expérience qui nous est donnée à vivre ? Comment vous la qualifierez-vous ? Quelle définition ? Quelle relation aussi peut-être ? En quelques mots, bien sûr. Tiffaine, tu veux ? Alors moi, pour répondre à cette question que je trouve très intéressante, je citerai les mots de ma grand-mère qui m'a dit un jour après la perte de son mari, qui m'a dit, et d'ailleurs j'aime pas parler de perte parce que pour moi on perd pas les gens, ils sont toujours un petit peu quelque part avec nous, et elle m'a dit, les morts sont les invisibles, ils ne sont pas les absents. Et pour moi cette phrase qualifierait mon rapport avec la mort. Très bien. Quelqu'un veut me donner sa définition, ou veut nous donner plutôt ? Maryvonne, qu'est-ce que vous diriez, vous, de la mort ? Eh bien, d'abord, j'ai la sensation de m'en rapprocher de plus en plus. Donc, c'est un moment, pour moi, c'est un moment de vie. Si je veux être synthétique, c'est un moment de vie, comme il y a un autre moment de vie à l'autre bout, qui est la naissance, c'est l'arrivée, et donc un autre moment de vie, c'est la fin. Voilà. Ça fait partie effectivement intégrante de la vie. Oui, complètement. Ça, on a tous ça en commun en tout cas. À partir du moment où on est là. Tiffany ? Moi, je pense que j'ai une relation qui est un peu différente selon si je pense à la mort de mes proches, qui reste une pensée qui, malgré la sensation de présence que je peux avoir, sera toujours douloureuse d'une certaine façon. Et puis par contre, quand j'envisage la mienne et avec tout le travail que je fais aujourd'hui, je crois que le fait de penser la mort quotidiennement donne un fil rouge à ma vie et me pousse à ne pas repousser au lendemain, à toujours chercher quelle valeur j'ai envie d'incarner et de transmettre jour après jour. D'accord, donc c'est aussi prendre conscience du côté précieux et fragile aussi. Exactement, de la valeur de chaque instant. Virginie ? Alors pour moi, c'est pas de moi, c'est de Malraux. Donc, t'aurais pas dû le dire. Ah ouais, mais bon. Donc il dit, la mort transforme la vie en destin.
Ah, c'est joli. Comment tu le perçois? Comment tu le reçois? Eh ben, je pense que on vivrait pas notre vie de la même manière si on savait pas qu'il y avait la mort à la fin. Oui. Jean-Pierre? J'aurais peut-être une vision de la mort un peu plus particulière, parce que étant musicien, la musique a un rapport assez intime avec la fin. Parce qu'à la fin d'un morceau, il reste encore la résonance du morceau qui reste. C'est ce qu'on appelle en musique des harmoniques. Ces harmoniques, elles surnagent longtemps, elles passent loin. Je reste ce rapport-là. Ça me fait penser au ricochet du caillou sur l'eau qui va créer en fait des auréoles et d'ailleurs qui vont s'étendre de plus en plus sur l'eau et de prendre de plus en plus d'importance. Oui, c'est exactement ça. C'est cette harmonie effectivement du ricochet sur l'eau qui ondule et qui va commencer à aller de plus en plus loin en s'amenuisant, mais on ne sait pas jusqu'à où ça va aller. Alors, on va écouter nos absents de Grand Corps Malade pour introduire le sujet et on va s'intéresser de plus près aussi à Tiphaine, au travail de Tiphaine Lemarois, tout de suite après cette musique que Tiphaine d'ailleurs a choisie. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci à vous de nous suivre. Vous êtes tous les jours plus nombreux à suivre les émissions et c'est, je vous en suis très reconnaissante. En tout cas, un grand merci. Aujourd'hui, nous parlons de l'art, la mort et la vie. Avec moi, Tiphaine Lemarois, qui est l'auteur de La Voix des Lucioles et La Voix du cœur. Alors Tiphaine, c'est toi qui as choisi d'écouter Nos absents de Grand Corps Malade. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et en quoi en fait c'est relié non seulement à la thématique effectivement aujourd'hui, mais aussi à ton histoire, à ce que tu as construit? Alors moi, si j'ai choisi cette chanson, c'est que pour moi, elle représente ma vision de la mort, c'est-à-dire une extrême souffrance pour ceux qui restent, les proches. Mais aussi, pour moi, la souffrance est aussi très liée à l'amour qu'on ressentait pour la personne. Donc, s'il y a souffrance, c'est-à-dire qu'il y avait aussi beaucoup d'amour. Et pour moi, le plus beau remède, c'est pas le temps comme on voudrait parfois nous le dire, mais c'est justement cet amour. Et quelque part aussi la mémoire finalement, parce que Grand Corps Malade, il parle aussi de cette mémoire, de ne pas oublier, mais au contraire de se rappeler. Alors c'est se rappeler, mais pour moi c'est aussi autre chose, c'est-à-dire de créer une autre relation avec la personne, une relation qui n'est plus physique, mais qui est vraiment intérieure. C'est ce que je dis souvent. Alors moi j'ai vécu le décès de mon fils à l'âge de ses 3 mois, Naël. Et je me dis, aujourd'hui, il marche plus à mes côtés comme une maman qui aurait son fils physiquement. Il marche à l'intérieur de moi. Alors finalement, tu devances mes questions, mais c'est normal. C'est quand même un sujet qui est brûlant, qui est très fort, en tout cas, par rapport à ton expérience de vie. Tu parles de finalement si tu en es là avec le chemin que tu construis tous les jours, c'est aussi en lien avec ton fils qui n'est plus là physiquement, mais qui co-construit finalement ta vie. Enfin, c'est presque un partenaire, on va dire, de ta vie de tous les jours. Oui, tout à fait. En fait, le décès de mon fils, je dis souvent cette phrase qui est que si je pouvais revenir en arrière et qu'il soit toujours là, je le ferais sans hésiter. C'est-à-dire, ça reste une énorme souffrance dans ma vie. Par contre, il continue à vivre à travers moi, à travers les projets que je fais et qui m'a finalement insufflé et qui sont extrêmement liés à son décès. Donc là, on peut parler de résilience, puisque c'est finalement ce que tu tentes aussi de faire. Je pense que c'est aussi un travail tous les jours, la résilience, de pouvoir transformer en fait au quotidien peut-être nos difficultés, nos souffrances en quelque chose de constructif et de lumineux. Je crois qu'il faut aussi oser parler de lumière, même si si les ténèbres sont bien noires. J'ai envie de dire que c'est aussi peut-être dans les ténèbres que la lumière brille encore plus fort. Donc peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Je te cite, tu parles notamment pour ce que tu as fait pour la Voix des Lucioles. Tu dis, ce sont des portraits bruts
et réels, des témoignages de personnes qui se sont réinventées après une épreuve. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu cette phrase que je trouve vraiment très très forte de sens ? Oui, alors moi je suis allée chercher des témoignages justement de résilience, un mot très galvaudé malheureusement aujourd'hui, mais pourtant si important, qui sont que la résilience pour moi c'est pas, ça nous rend pas simplement plus forts, c'est un processus qui comporte des hauts et des bas. C'est pas tout va bien dans le meilleur des mondes, mais on ne nie pas la souffrance et pourtant on essaie de prendre cette souffrance pour en faire quelque chose et parfois quelque chose de beau et se réinventer. On sera plus jamais les mêmes personnes. On a un nouveau lien envers le monde, envers soi et envers les autres. Quand on vit ce genre d'épreuves qui peuvent être un deuil comme qui peuvent être d'autres épreuves. Et c'est ça que j'ai voulu montrer à travers les interviews que je fais pour La Voix des Lucioles, c'est-à-dire on peut vivre des grosses épreuves et on peut parler avec authenticité du mal que ça nous fait, mais de l'envie quand même d'aller de l'avant. Et pour moi, la résilience, ça commence par là, c'est de vouloir passer du pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi j'ai perdu mon fils, pourquoi ça m'est arrivé, et encore, j'aime pas le mot perdu, pardon, mais pourquoi il est décédé, à comment, ok, maintenant je sais qu'il est décédé, c'est ancré en moi, il faut que je cohabite avec la souffrance, et comment je vais faire maintenant pour m'en sortir. Et l'art, pour moi, ça a été une façon, si on peut considérer que mon podcast est de l'art, de revenir et de remettre un pas dans la vie et non plus dans la survie. Alors peut-être que déjà, juste tout simplement, la résilience est un art. C'est-à-dire prendre les choses comme elles sont et puis réinventer. Tu parlais de réinventer. Finalement, pour moi, c'est en cela déjà que c'est un art, quoi. Réinventer, essayer de créer, de co-créer, de prendre la matière qu'on a, qu'elle soit belle, qu'elle soit de souffrance, pour faire avec et pour peut-être faire éclore la lumière à l'intérieur, quoi. Et je trouve ça, en tout cas, je trouve que ton parcours est très 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 beau. Et puis La Voix des Lucioles aussi, dans le peu, j'ose le dire, que j'ai entendu, mais en tout cas, je vais être amenée et j'ai envie d'en écouter encore davantage. Je me tourne aussi naturellement vers Tiffany, Loum. Oh là là, je vais pas y arriver. Tiffany, s'il te plaît, aide-moi. Tiffany, c'est très bien. Tiffany Loumins. Alors, Tiffany, tu es accompagnatrice de deuil. Donc, tu es réalisatrice du podcast, le podcast de la mort. Mais tu es aussi accompagnatrice de deuil. Alors, comment on en vient à faire ça ? Comment ça s'est mis en place pour toi ? Alors, bien sûr, on n'arrive jamais sur ce chemin par hasard. Hein. Donc, il y a toujours une histoire de vie derrière. Pour moi, une histoire de vie qui date d'il y a longtemps, puisque à l'adolescence, j'ai perdu mon grand-père de cœur qui a été assassiné. Puis, j'ai perdu une cousine dont j'étais très proche qui s'est suicidée. Et à l'époque, ça a été vraiment des moments où je me suis sentie très seule et sans ressources. Donc, chemin faisant, pendant des années, j'étais persuadée de ne pas pouvoir être à cet endroit-là, de ne pas pouvoir accompagner parce que j'avais mon propre chemin à faire. Et puis un jour, exactement comme vous le dites, la lumière est revenue et beaucoup de douceur et l'amour a vraiment pris le pas sur la souffrance. Et un pas après l'autre, je me suis dit que j'avais envie d'aller sur ce chemin-là. Donc d'abord, effectivement, en me formant et en me formant spécifiquement à l'accompagnement du deuil, puis en créant le podcast grâce à Tiffany qui m'a vraiment invitée sur cette voie-là. Il y a eu du partage, donc du coup c'est chouette. Comment on se forme à l'accompagnement du deuil ? Comment ça se passe ? Alors moi j'ai choisi de faire le diplôme universitaire deuil et travail de deuil, qui est donc à la faculté de médecine à Paris-Saclay. D'accord. Et puis c'est une formation en continu en fait. Je suis également bénévole accompagnante avec Jeanne Malve, donc on a une formation à l'écoute qui est extrêmement importante, qui est la base de tout. Et puis, c'est des formations qui vont continuer, je l'espère, tout au long de ma vie, puisque je crois que la plus grande des sagesses, c'est de se dire que justement, on ne sait pas et qu'on accueille la parole de l'autre, quelle qu'elle soit, même si elle est différente de nos propres croyances. Alors, d'une part, tu es accompagnatrice, c'est-à-dire que les personnes viennent te voir, et d'autre part, tu as le podcast de la mort. Est-ce que tu peux... Alors, dans le peu, en tout cas, encore une fois... j'ai entendu des témoignages en lien avec le suicide, des choses aussi très fortes, parce que finalement la mort, c'est aussi, il y a différentes manières de mourir. Il y a des manières qui sont violentes, il y a des manières plus douces. Comment est-ce qu'on peut faire une différence d'accompagnement, en tout cas, par rapport aux différences de mort?
Alors, je dirais que non, parce qu'en fait, on va pas présupposer de la manière dont la personne vit ce deuil, peu importe les circonstances. C'est vraiment la personne qui va elle-même, par ce qu'elle va partager, par ce qu'elle va dire, par les besoins qu'elle va exprimer, qui va guider cet accompagnement. Et vraiment, accompagner, c'est un mot important pour moi, ça veut dire être à côté, et ça veut pas dire tirer la personne vers l'avant. C'est s'adapter à son rythme et à ses besoins en permanence. Et justement, pas de présupposer par rapport à ce qu'elle a vécu. Alors, je crois, Justine, qui est là. Alors, Justine, tu as perdu ton conjoint, je crois. Oui. Et tu as rencontré Tiffany et Tiffaine. La magie des réseaux sociaux, exactement. Du coup, moi, j'ai perdu mon conjoint il y a 5 ans et ma fille avait 4 mois. Merci d'être là merci de m'avoir invitée parce que du coup, j'ai transformé mon deuil et je m'en suis soignée, même si on s'en soigne pas exactement à 100%, grâce à l'art thérapeutique et le bookfolding. Et après, la magie des réseaux fait que on a besoin, c'est pas une sorte de sororité, mais on a besoin d'entendre le témoignage de personnes qui juste en fonction des étapes dans lesquelles on est dans notre deuil, juste savoir qu'en fait on peut y arriver, que on a la force intérieure d'y arriver. Des fois, on a besoin d'entendre que des gens sont à un stade supérieur au nôtre. Et c'est vrai que l'avantage d'écouter ce genre de podcast, que ça soit celui de Tiffany ou de Tiffany, ça aide et ça nous accompagne et ça nous dans les moments de doute ou quoi, ça fait toujours du bien d'entendre. Et puis on n'est pas tout à fait seul aussi. Je pense que l'importance de l'accompagnement aussi, il est là. Il me semble que même si on est d'une certaine manière seul à vivre un deuil, le fait de pouvoir aussi partager, être écouté, c'est quelque chose qui n'est pas rien. C'est ça. En fait, chacun dans notre douleur, on est seul. Parce que, comme disait Tiffany, c'est vrai que le deuil est propre à chacun et on le vit tous d'une façon complètement différente, même si des fois on a des chemins similaires. Par contre, savoir que certaines douleurs sont de manière compréhensible par rapport à d'autres, en fait. Enfin, du coup, on a toujours des passages qui sont similaires à des moments différents, mais ça fait du bien de pouvoir échanger avec les personnes. Alors, par rapport au travail d'accompagnement, je me tourne vers vous, Maryvonne et Jean-Pierre. Vous êtes bénévole pour Jalmalve, qui veut dire jusqu'à la mort, accompagner la vie. Je trouve que c'est tellement magnifique déjà ce nom. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'engagement, en tout cas de cette association? L'engagement de Jalmalve est au niveau des soins palliatifs. C'est l'endroit où j'exerce mon bénévolat. Un bénévole Jalmalve est obligatoirement associé à l'équipe de soins, des soins palliatifs, parce que ça fait partie de leur obligation d'accueillir des bénévoles. On vient à Jalmalve pour apporter, on va dire, la société, parce que quand un patient arrive en fin de vie aux soins palliatifs, il a d'un côté sa famille, de l'autre côté les soignants, donc nous, on apporte la vie autour. Donc on est là pour écouter. Alors là, en fait, il y a 2 choses finalement. Il y a effectivement l'accompagnement quand on a perdu un proche, et aussi après être accompagné quand on est sur le chemin, on va dire vers la mort, quand on se rapproche de la mort ou de la sortie. Est-ce qu'il y a vraiment 2 choses différentes? C'est difficile de répondre à cette question. Tiffany, je pense qu'en tout cas, il y a un énorme point commun qui est de savoir écouter. Dans les 2 cas, écouter la personne en fin de vie et écouter la personne en deuil et être à ses côtés beaucoup pour ça, en fait. Moi, je rajouterais qu'avec Jalmalve, Jean-Pierre nous a parlé d'un accompagnement dans les soins palliatifs à l'hôpital, mais que l'accompagnement des familles fait partie aussi des accompagnements que Jalmalve peut faire, soit des groupes de deuil, ça c'est arrivé, soit des rencontres et qu'on accompagne les familles. Et personnellement, moi j'accompagne aussi des personnes qui ne sont peut-être en fin de vie, mais qui sont en EHPAD, donc en maison de retraite ou à domicile. Donc c'est des personnes qui à un moment donné sont confrontées à la mort, mais tout ça, c'est encore très vivant, en fait. Elles sont vraiment... moi, les personnes en EHPAD, je les trouve très, très vivantes. Mais en même temps, on parle quand même de l'issue
de ce qui va arriver. Est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt, et il y a tout cet échange-là qui se fait. Donc, en fait, Jeanne Mave fait différents types d'accompagnement en fonction des besoins, tout simplement. Il suffit d'appeler Jeanne Mave. Par exemple, une personne avait besoin de voir quelqu'un. Elle a appelé Jeanne Mave et j'y suis allée. Et voilà. Et ça commence comme ça. Alors, on va écouter Vivant de Ben Mazué et on se retrouve tout de suite après. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Vivant de Ben Mazué, un choix par Tiffany. Tiffany, pourquoi tu as voulu écouter cette musique, nous partager cette musique ? Je crois que c'est une musique qui résonne beaucoup avec quelque chose que de nombreux endeuillés disent toujours. C'est qu'au bout d'un certain temps, et souvent un temps qui est très court, on arrête de leur parler de la personne qu'ils ont perdue. Et ça, c'est terrible pour eux, puisque la plus grande des peurs, c'est qu'on oublie cette personne-là. Et il le dit très bien dans cette chanson. Je trouvais que c'était très beau de continuer à faire vivre finalement la personne autrement, par le souvenir, par les rires aussi, s'autoriser à rire de ce qui la faisait rire. Alors il dit je ne pallierai pas l'absence, en tout cas c'est tout le bien que je me souhaite, de rappeler ton élégance, de faire tout pour que ça reste. Je ne pallierai pas l'absence, c'est tout le bien que je me souhaite, de rappeler ton élégance aux gens, de faire tout pour que ça reste vivant. Exactement, c'est la transmission aussi de cette mémoire belle et bien vivante, de ces souvenirs qui eux vivent très fort en nous. Alors, en tant qu'accompagnatrice de deuil, j'imagine qu'on te confie aussi beaucoup de choses. Oui, énormément. Beaucoup de choses de la vie en général et beaucoup de choses de l'amour. Alors, tu as, parce que tu n'as pas de formation de psychologue ? Non. Non. Donc, dans quelle mesure, on va dire, tu n'as pas un peu la place d'une psy, en même temps, sachant, est-ce que c'est pas un peu délicat ? Voilà, c'est ma question. C'est complètement de la matière délicate. Après, il y a des psychologues qui sont parfaitement formés à l'accompagnement du deuil. Il y en a d'autres peu, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est autant abordé que ce qu'on pourrait penser. Et la compétence de l'accompagnement du deuil, c'est d'accompagner un processus qui va vers l'avant. Et c'est pas un processus nécessairement thérapeutique où on va aller fouiller dans le passé. Par contre, c'est important d'être en capacité de savoir quand est-ce qu'il y a besoin de passer la main à un psychologue. Alors Virginie, tu as choisi 3 livres qui fait référence à cette thématique, la mort, la vie et l'art. Oui, donc pour correspondre au thème et faire écho à tout ce qui a déjà été dit, moi j'ai choisi 3 livres, dont un premier qui est très lumineux, c'est un roman d'une écrivaine japonaise contemporaine qui s'appelle Le goûter du lion, qui est ressorti récemment. Et j'ai choisi de parler de ce livre parce que dans ce livre, il y a une vision lumineuse de la mort, en fait. C'est quelqu'un qui sait qu'il va mourir, il n'y aura pas de happy end à la fin. Et elle décide de s'isoler sur l'île au citron, qui est une île qui existe vraiment au Japon, pour pouvoir vivre pleinement sa vie. Je trouve que le fait de dire ça, ça veut dire tellement de choses. Et en même temps, elle sait que l'issue sera là et elle veut que sa mort soit la plus réussie et la plus paisible possible. Mais en attendant, sa vie est encore pleine. Sa vie est pleine. C'est ça, tout à fait. Après, je vous parlerai aussi de François Cheng, qui est, à mon sens, un des plus grands écrivains vivants contemporains. Et lui, il a fait un livre qui s'appelle 5 méditations sur la mort, et le sous-titre, c'est Autrement dit, sur la vie. Donc j'ai choisi aussi de vous parler de lui parce que il est à la croisée de la culture orientale et occidentale, et que son livre, c'est à la fois des méditations, donc de l'ordre philosophique et spirituel, mais qui a énormément de poésie. Donc on arrive à une forme d'art, en fait, quand on lit son livre. Et puis, je vais vous parler aussi de Marie de Henzel, qui est une thérapeute très reconnue dans notamment le milieu du deuil et de l'accompagnement de fin de vie, avec plus particulièrement un de ses livres qui s'appelle Vivre avec l'invisible. Et si vous décidez de le lire, vous vous rendrez compte, en fait, que vous n'êtes pas fou, que si vous voyez des signes des personnes qui sont mortes, c'est pas très grave et que ça arrive à plein de gens, et puis que si vous en voyez pas, c'est pas très grave non plus parce que ça arrive à plein de gens aussi.
Et elle explique très souvent que en fait la mort c'est quelque chose de très tabou et que c'est souvent dans un cabinet feutré où il n'y a pas d'autres oreilles un peu indélicates pour écouter, où les gens se confient à elle et ils se permettent vraiment de lui dire beaucoup de choses très secrètes et très personnelles en fait. Alors, je rebondis aussi sur le côté invisible, sur l'invisible, sur la vie invisible aussi. Je me tourne vers vous aussi qui rendez visite aux malades en soins palliatifs. Est-ce qu'il vous confie aussi des choses de l'ordre peut-être de ressenti ou de signes ou de avant-coureurs? Est-ce qu'il y a une dimension un peu, j'allais dire, est-ce qu'ils sont déjà, pour certains en tout cas, sensibles à l'invisible? Tout dépend des personnes que j'ai rencontrées au soins palliatifs de l'hôpital de Chambéry. J'ai rencontré même des gens qui étaient dans le coma. Et la particularité, c'est que j'assure mon bénévolat avec une panoplie d'instruments que je transporte avec moi. Donc, quand ce sont des gens qui sont en possibilité de discuter, souvent je leur propose de jouer de la musique. Donc, je joue pour eux en fonction de leur plaisir. C'est là que l'émotion souvent arrive. Hein. L'émotion est très présente dans la musique. Et la particularité de jouer à des personnes qui sont déjà soit sédatées, soit dans le coma, c'est qu'on voit le changement de respiration des gens à ce moment-là. Donc physiquement, en fait, on voit l'effet physique. Oui, complètement. On voit quelque chose qui change. C'est assez spectaculaire. Il y a une grande musicienne qui s'appelle Claire Hopper qui a écrit un livre sur ce sujet-là, d'ailleurs, où elle a beaucoup plus intervenu que moi dans ce domaine. Et qui s'appelle Claire Hopper. Et ça s'appelle... Le pansement Schubert. Le pansement Schubert, c'est exactement ça. Et c'est une particularité, c'est que quand on fait de la musique pendant un soin qui est très douloureux, la musique permet de faire baisser la douleur. C'est le principe de l'hypnose aussi ? Non, pas du tout. Je pense que ça n'a rien à voir avec l'hypnose. C'est plutôt la musique qui rentre à un endroit qui permet d'échapper à la personne, à la douleur. Parce qu'il est pris par autre chose, il est pris par une écoute musicale, par une émotion qui arrive. Du coup, il est focalisé sur cet événement-là. Et du coup, la douleur est un petit peu moins présente. Alors, vous m'aviez aussi raconté, quand on avait discuté au téléphone l'autre jour, vous m'aviez parlé de cette femme qui écrivait aussi de la poésie. Oui. Donc, c'était aussi une manière... Alors, effectivement, il y a votre action, et puis il y a ce que les personnes peuvent faire aussi de leur propre chef. Exactement. C'est une dame qui était atteinte de la maladie de Charcot, donc qui ne pouvait pratiquement plus écrire, qui ne pouvait plus communiquer, qui était une musicienne que j'ai appris au cours de mon bénévolat, que c'était une grande musicienne, donc on a pu faire beaucoup de musique ensemble, entre guillemets, c'est un peu particulier. Et j'ai découvert un jour qu'elle avait un recueil de poèmes qu'elle avait écrit entre 100 à 200 poèmes, et du coup je lui ai proposé de les lire. Et j'ai pas pu malheureusement en récupérer ici, mais ces poèmes sont absolument magnifiques, et certains parlent justement de cette émotion qu'on trouve dans le texte. Et de la simplicité, de l'amour des autres, de la douleur, de la tranquillité, de la tendresse. C'est un très très beau poème. Je regrette, effectivement, on n'a pas la chance de pouvoir les entendre, mais ils sont là, en tout cas. Ils sont là, quelque part. Je crois que vous préparez en fait un projet, donc pour 2023, un projet que vous avez appelé pour votre association La Mort et l'Art. J'aimerais bien, est-ce que c'est possible d'en écouter un extrait? Alors Marie-Vonne, je crois que vous avez mis en scène, vous mettez en scène. Oui. Comment est-ce que vous voulez peut-être nous le présenter avant de... Non, je vais faire l'inverse si vous voulez. Alors c'est très très bien. Voilà. On reconnaît, vous voyez, la metteuse en scène qui s'est dirigée, voilà, et qui s'est posé les choses. Alors on va vous écouter. Donc Jean-Pierre, vous avez quel instrument? Alors, j'ai préparé un tambour chamanique juste pour rythmer un peu, on va dire, le rythme cardiaque à un certain moment. Très bien. Et je conclurai le texte par un très court morceau de musique qui serait une improvisation. D'accord. Et Marie-Vonne, vous lisez, donc c'est un texte écrit par Isabelle Gutiérrez. Oui. Qui s'appelle Obasute. Qui veut dire? En fait, c'est une tradition japonaise. On est vraiment dans le Japon aujourd'hui, voilà. C'est la base, c'est une tradition japonaise qui est que jusqu'au 19e siècle, les femmes à la campagne étaient montées
sur le dos de leur fils aîné pour mourir dans la montagne. Voilà. Donc Isabelle Gutiérrez, elle en a fait un livre, mais elle l'a transposé ici, dans le monde contemporain, et elle a un petit peu détourné les choses. Mais c'est un extrait donc de ce livre que je vais vous lire. Alors on vous écoute. Depuis 1 an, le corps de Marie est à l'abandon. Une année sans bataille. Une année de trêve à vivre dans la lumière du jardin et des montagnes. Une année à préparer la fin. Son corps et elle avaient toujours vécu heureux l'un en l'autre, frères et sœurs de cœur et d'âme. Il était son allié, son élan, ses colères, celui qui l'avait faite femme et mère. Et puis, un jour, sans prévenir, elle s'en souvient. La trahison, inattendue et violente. La maladie. Le corps malade. Ils sont venus, telle une parole chuchotée de défait en défait, et avec eux l'expérience des désarmés. Un matin, elle a été placée au milieu d'autres corps en souffrance, sur un lit, les yeux tournés vers eux. Je te regarde, ta respiration essoufflée, un filet de souffle, tes yeux fermés. Je me demande si ton corps étendu est creusé comme le mien par l'absence, si tu as, comme moi, la sensation de n'être plus ce corps, mais celui d'une autre, qu'il faut apprivoiser. Des yeux qui ressemblent un peu aux siens. Elle se souvient aujourd'hui encore, et assez férocement, à vrai dire, d'avoir appris à laisser sa peau aux meutes, à des visages d'assaillants inconnus, des éclats de regard qu'il a trouvés souvent dans la fièvre et la terreur. Elle avait connu le corps ouvert, presque déjà charogne, les accès désordonnés de larmes et de cris, les nuits à hésiter entre un voyage de plus ou le dernier voyage. Les jours blancs et poisseux, enfermés à double tour, englués. Elle s'était battue des mois durant, transportée et absente, au rythme des douleurs poignantes qui la laissaient chaque fois plus anéantie. Elle avait accepté sans aucune résistance les poisons qui harcèlent les entrailles et les brumes des lendemains. Elle avait lu la tristesse, la compassion, l'indifférence quelquefois, dans les yeux des hommes en blanc. Pour finir, elle était rentrée chez elle, sous le joug des pires prévisions médicales qu'il a préféré enchaîner. C'était il y a peu, un petit matin bleu. Marie avait téléphoné à son fils. « C'en est assez. Viens me chercher. Je rentre à la maison. » C'est très très beau. Alors, comment va s'articuler? Donc ça, c'est un extrait en fait de la représentation que vous allez effectuer. Dans quel contexte? Avec comment ça va se passer? Eh bien, l'année dernière, au niveau de l'association Jalmave, quand on a défini le texte, le thème l'art et la mort, qui est le thème de l'année, on va dire. Il y a un groupe de personnes qui se sont décidées. Donc, on a obtenu Isabelle Gutiérrez, que nous avons rencontrée au Festival du Premier Roman, puisque c'était son premier roman.
nous a autorisé à le monter. Bien sûr, on ne peut pas le monter intégralement puisque ça fait plus de 2 heures d'enregistrement. Donc, j'ai fait un montage et nous sommes 5 bénévoles sur scène, dont je pense 3 qui ne sont jamais allés sur scène. Et on fait une lecture musique-spectacle. Voilà. Qui va se dérouler quand ? Alors, la première représentation est prévue le 30 mars à Chambéry. Je peux te dire où c'est ? Bien sûr, Donc, profitez-en. C'est le jeudi 30 mars, c'est à 20h, et c'est à l'auditorium du centre hospitalier spécialisé de Bassin. Alors, je le dis aussi pour tous nos auditeurs, toutes les informations, les dates, on les remettra en tout cas sur la page de l'épicerie culturelle du territoire sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Si vous ne retenez pas, en tout cas, sachez que l'information existe quelque part. Voilà. Et l'objectif, c'est une fois c'est la première représentation, mais l'objectif, ce serait, nous, d'aller dans les établissements, dans les EHPAD, pourquoi pas dans les écoles aussi, dans les lycées, d'aller produire ce petit... C'est de lecture, musique, spectacle. On a gardé la lecture parce que ça reste quand même un livre. C'est très important, l'écriture, et qu'elle soit montrée. Et donc, on espère bien pouvoir aller le transporter dans le département et ailleurs peut-être. Et susciter en fait un chemin aussi de réflexion, de discussion aussi sur le sujet. Bien sûr. Parce que c'est un sujet, en fait, on l'a un peu évoqué tout à l'heure avec Virginie, c'est un sujet quand même très tabou finalement, quand on se retrouve aussi parfois avec un proche qui est dans une situation, qui est confronté en fait à la mort, c'est pas toujours facile de parler finalement de ce passage, de ce chemin. Mais aussi ce que disait Tiffaine tout à l'heure, il y a aussi un tabou aussi pour quand on vit le deuil. C'est ça, Tiffaine, tu peux nous en parler plus par rapport à ce tabou de... Oui, alors tout à fait. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de points communs entre les personnes en deuil, dont celui-ci, c'est d'avoir connu des maladresses de la part de l'entourage, de proches ou de moins proches ou d'inconnus. Moi, je sais que j'en ai beaucoup eu et comme beaucoup d'endeuillés, enfin comme je pense tous les endeuillés, mais je n'en veux pas spécialement aux personnes, tout simplement parce que je crois qu'on n'est pas préparé à parler de la mort, justement parce que c'est trop tabou. Et c'est là où est le problème, selon moi, c'est que la mort est trop tabou. On ne sait pas faire, on ne sait pas quoi dire, à part quand on est bien sûr accompagnant ou qu'on a été formé à ça. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on n'ose pas en parler. Alors que, comme disait, je crois que c'est Tiffany qui disait ça tout à l'heure, le pire, c'est de ne pas en parler. Et en même temps, vous voyez ce que vous avez dit, Tiffany, vous avez dit il y a beaucoup de maladresse. Donc pourquoi aussi les gens ne veulent pas en parler ? Parce qu'en fait, il y a une certaine maladresse. Déjà, de fait par l'émotion que ça peut susciter. Et en même temps, c'est quand même un moment crucial. Moi, je trouve qu'on devrait quand même être formé à ça. C'est un moment tellement important pour celui qui part et pour celui qui laisse partir aussi, parce qu'il y a aussi ce chemin de laisser partir l'autre. Alors ça, moi, c'est mon histoire personnelle que j'ai vécue il y a pas très longtemps. Voilà, il y a cette dimension j'étais tellement heureuse de pouvoir accompagner, en tout cas, la personne. Et après aussi, je trouve que c'est un chemin dans les deux sens. Et en tout cas, c'est une grâce. Moi, j'ai vécu ça, en tout cas, comme une grâce, même si je sais bien et j'ai trouvé que je manquais, en fait, j'aurais aimé encore plus pouvoir ou plus savoir. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça que je me dis, c'est que plus on parlera de la mort, plus ça deviendra un sujet comme voilà, c'est la mort, c'est la vie. Et c'est pour ça que j'aime les projets qui se montent sur ce sujet-là, dont le podcast de la mort, ou dont ce que vous apprêtez à faire, dont vous avez parlé pour l'association Jalmav. Parce que plus on en parlera, et je pense que plus les gens sauront comment réagir en cas lorsqu'ils seront en contact avec des gens qui sont endeuillés ou en fin de vie. Virginie ? Alors moi, je voulais rajouter deux choses par rapport à ce que vous venez de dire. C'est qu'il y a quand même une grosse différence entre la culture de la mort en Orient et en Occident, puisque en Orient, il y a quand même un culte des ancêtres, quelque chose qui fait que on n'est pas coupé
des gens qui sont morts. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, quand on voit qu'on a droit à 3 jours pour le décès d'un proche, après tout ce qu'on a dit, on se rend bien compte que c'est un peu court, en fait, pour pouvoir faire son deuil correctement et même accompagner la personne. Tiffany, tu veux réagir ? Il y a beaucoup de choses, effectivement, à dire. Alors moi, je suis pas certaine que le tabou soit vraiment sur la mort. Peut-être qu'il l'est encore plus sur le deuil. En tout cas, c'est quelque chose sur quoi j'échange beaucoup avec Martin Julier-Coste, qui est chercheur sur ces sujets-là notamment, et on se rend compte que on parle encore moins du deuil et des endeuillés aujourd'hui que de la mort. Donc ça peut être intéressant. Et oui, je rejoins totalement Tiffany sur ces maladresses qui peuvent être terribles pour les endeuillés. Et je voulais aussi revenir sur la notion du laisser partir, que je trouve à la fois magnifique et à la fois qui peut être terrible pour les personnes endeuillées qui n'ont pas pu, qui n'ont pas réussi, parce que c'était trop dur, parce que les circonstances étaient ce qu'elles ont été et qui n'ont pas pu laisser partir et qui ont une grande culpabilité ensuite quand on leur dit il fallait le laisser partir. Parfois on peut et c'est très beau, parfois on peut pas et c'est ok aussi, et on fait, c'est vraiment, je pense, tant dans l'accompagnement de la fin de vie que dans le deuil, on fait comme on peut avec qui on est et avec les ressources qu'on a à ce moment-là. Est-ce que tu veux apporter un témoignage, Justine, par rapport au fait de... Beaucoup de choses ont été dites. Après, je sais que oui, il y a un côté quand même qui est fort tabou, tant pour la personne qui est en fin de vie que pour l'endeuillé. Moi, je sais que mon entreprise, la de Bookfolding, découle justement du deuil de mon conjoint. Elle fait partie vraiment importante. Enfin, c'est l'essence même de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est difficile pour moi des fois d'en parler parce que les gens, quand je parle du pourquoi, du comment j'ai fait cette entreprise-là, tout de suite ça met une gêne, ça met un mal-être. Alors qu'au final, non. Enfin, la mort fait partie de notre vie. Et au contraire, enfin, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je suis d'un côté reconnaissante d'avoir vécu un deuil aussi proche, parce que j'en ressors aujourd'hui plus forte dans le sens où je prends conscience de chaque instant présent, et donc du coup on peut profiter pleinement plus de la vie, je trouve, après avoir vécu un tel deuil ou de telles difficultés justement. Virginie, tu voulais réagir Ah non, tu voulais pas réagir. Après, voilà, tout est question de perspective. Mourir de maladie quand on est en soins palliatifs, c'est quand même pas la même chose que non plus que d'avoir une mort violente suite à un accident ou un suicide. Et mourir naturellement, entre guillemets. Voilà. Et puis là, dans les livres que j'ai lus pour préparer l'émission, François Cheng et Marie de Henzel, ils nous rappellent aussi tout ce qui s'est passé dans les camps de concentration, et notamment en citant Étile et Soum. Et là, on est encore dans carrément autre chose, quoi. Mais à chaque fois, ils disent bien que ces moments-là qui étaient, enfin, comment dire, ça c'est des chemins vie, de vie, c'est des chemins de vie. Ça sublime la vie et ça lui donne encore plus de puissance, en fait. Est-ce que, à travers les témoignages que vous avez eus, comment ça se passe, Marie-Vonne ? Donc, Jean-Pierre, vous intervenez en hôpital en soins palliatifs, et vous, Marie-Vonne, c'est... Alors, j'interviens en EHPAD ? En EHPAD et maintenant à domicile aussi. D'accord. Voilà. Alors là, à domicile, c'est à la demande des personnes. Donc, on va dire que on va pas tourner autour du pot. Est-ce qu'ils vous confient ça, c'est une question que je me pose. Je me dis, c'est un contexte en fait où on aurait besoin de pouvoir parler librement. Et est-ce que c'est les personnes qui sont malades ou en fin de vie osent le faire avec leurs proches pour pas les gêner ? Non, justement. Ouais. C'est souvent difficile en fait. Moi, parce qu'avant j'ai été aussi bénévole à l'hôpital, et en fait. Ce qu'ils nous disent, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas forcément échanger avec leur entourage. Et notamment, il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné une dame qui était presque centenaire, et tout l'accompagnement, ça a été mais d'elle-même, c'est-à-dire par mon écoute, elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle prépare ses proches, et qu'elle était claire. Mais ces enfants n'étaient pas clairs avec le sujet. Ça, c'est souvent le point d'achoppement dans les familles en fin de vie.
On peut dire qu'il y a des moments où on est prêt. Oui. Oui. Je pense moi, ça m'a déjà été dit. Et voilà. Et ça, ils ne pouvaient pas forcément le dire à leur famille. Voilà. Mais ils avaient besoin de le dire quand même. Mais c'est un chemin, en fait, certainement aussi. C'est-à-dire, pour être prêt, il faut cheminer, il faut avancer, faire l'expérience aussi de la séparation. Tout à fait. Et de la transformation aussi. Et par rapport aux personnes qui ont la foi, ceux qui ne l'ont pas, est-ce qu'il y a des différences de vécu fortes où finalement c'est l'amour avec un grand A qui nous habite et non pas forcément une foi en quelque chose qui est consolatrice? La foi, alors je vais parler de religiosité plutôt. J'ai suivi quelqu'un en soins palliatifs qui était témoin de Jéhovah et j'ai beaucoup plus parlé avec ses amis dans le salon des familles qu'avec lui-même. Parce que de toute évidence, ceux qui avaient besoin d'être écoutés, c'était ses amis et pas lui-même. Donc je pense qu'il était assez serein avec sa fin de vie personnelle, du fait, je pense, de sa foi, mais que ses amis, qui étaient pourtant dans la même foi religieuse, eux, étaient très interrogatifs. Et c'est vrai que, comme dit Maryvonne, on est témoin de mots, et puis aussi de chemins de vie, comme vous dites, qui ne seront ni dits aux familles, ni dits au personnel soignant. Et on reçoit des choses très très fortes. Et il ne faut pas croire qu'en soins palliatifs, c'est morbide. Au contraire, on y voit de temps en temps des rencontres assez extraordinaires, assez inattendues en tant que bénévole d'accompagnement. Alors, je ne sais pas si ça c'est mon point de vue personnel, mais que je vous partage par rapport à ce que vous dites. Il me semble aussi que plus on est, que dans ce contexte-là aussi, on se rapproche de son cœur et qu'il y a une puissance de vie qui se fait de plus en plus forte à ce moment-là. S'il y a une chose qu'il ne faut pas faire en tant qu'accompagnant de bénévole dans ce cadre-là, c'est de jouer un rôle. On peut n'y aller qu'entièrement en étant soi-même. Et si on n'est pas au fait de soi-même sur ce sujet-là, on est mal barré. Donc il faut être clair avec soi-même sur ce contenu-là. Donc sur la mort, et puis qu'est-ce qui pourrait arriver pour nous-mêmes déjà. Alors, il y a Virginie qui s'est posé une belle question tout à l'heure. J'ai trouvé ça très pertinent et en même temps amusant. Et la question, c'est la citation de... François Tcheng. La citation de François Tcheng, et est-ce qu'il y a une mort en fait parfaite? Donc en fait, il dit « Peu importe la durée de ma vie, pourvu que je meure d'une mort qui soit à moi et que je meure en poète. » Voilà. Donc lui, c'est ça, on va dire, c'est son idéal de mort. Donc est-ce qu'on peut se préparer finalement à une mort idéale? Et si on pouvait, ça serait quoi finalement? Est-ce que vous voulez réagir les uns les autres? Alors moi je pense que ce qui serait bien, c'est qu'elle soit douce et apaisée en fait. Et la plus sereine pour tout à chacun. Moi, je verrais plutôt, personnellement, ce que j'aimerais avoir dans une fin de vie qui m'appartiendrait, ça serait la musique. Mais pas la musique qu'on écoute en boîte, mais la musique qui serait accompagnée par quelqu'un qui est à côté. C'est-à-dire la musique vivante. Même s'il y a plein d'erreurs, c'est pas le problème. La musique vivante, c'est bien du cœur. Alors moi, dans ce que vous dites là, ce que j'ai entendu, c'est être accompagné par la musique, c'est vraiment en fait faire corps avec... Complètement. Finalement, se fondre en harmonie dans des vibrations. Complètement, c'est exactement ça. Eh ben moi, j'aimerais mourir en conscience. C'est-à-dire les yeux ouverts, mais en sachant ce qui m'arrive. Voilà, pour pouvoir vivre ce moment en conscience, voilà. Après, la conscience, elle est peut-être aussi de quelle manière elle est... Enfin, on peut entendre différentes choses dans ce que vous dites. Parce que, est-ce que... La présence. La présence, être... je ne sais pas comment je mourrai, je ne sais pas quand. Mais en même temps, j'aimerais bien... j'ai rencontré,
quand j'étais en bénévolat à l'hôpital, j'ai rencontré une dame qui était infirmière, ancienne infirmière, et qui a refusé la sédation. Tous ses collègues n'ont pas compris. Et elle m'a expliqué. Parce qu'elle voulait vivre sa mort, pleinement. Voilà. Et moi, ça me plairait bien, ça. Moi aussi. Vous voyez, j'avais pas pensé, mais je vais y réfléchir. C'est un sujet, en tout cas, je trouve ça assez intéressant. Mais en même temps, dans ce que vous dites, vivre sa mort, c'est peut-être aussi se rapprocher. Alors, dans l'expérience, en tout cas, que j'ai eue, il me semble que on peut déjà être parti. Enfin, dans les derniers moments, en fait, on est là, mais on est déjà aussi de l'autre côté. Et pour cette expérience, moi, où j'ai accompagné la personne, j'ai eu vraiment le sentiment, à un moment donné, je me suis dit, c'est marrant, parce qu'il y avait des moments où il était conscient, et j'ai eu vraiment le sentiment, j'ai vu cette image très forte, comme quoi il avait enjambé la mort. C'est-à-dire, en fait, il était encore de plein pied avec nous, mais il avait enjambé la mort. Il avait déjà traversé, et puis il revenait aussi à la vie, à notre vie, de temps en temps, avec des petits signes, Et je crois que je n'ai jamais été en communion aussi forte à ce moment-là. Et je trouvais que c'était très beau. Je me suis dit, mais à ce moment-là, j'ai dit, mais en fait, la mort n'existe pas. Enfin, ça a été comme si, quelque part, il y avait une clairvoyance. En tout cas, sur ce point-là, je me suis dit, mais mince, ça n'existe pas. Et j'ai trouvé ça très fort et très beau. Bon, voilà, je voulais vous partager, en tout cas, cette expérience. Il y a des choses à... Moi, concernant ma mort, en fait, j'ai pas d'idée à proprement dite. Par contre, alors là, je le parle en tant que maman d'une très jeune enfant, puisque maintenant elle a 5 ans. Et c'est vrai qu'il y a une chose qui me tient énormément à cœur et qui, je pense, est très nécessaire aussi pour beaucoup d'entre nous, c'est de laisser une trace, parce qu'en fait, je n'ai aucune vidéo et aucun audio de son papa. Et en fait, elle ne le connaîtra jamais, hormis à travers mes yeux. Et moi, la seule peur que j'ai actuellement, c'est de me dire que si jamais demain il m'arrive quelque chose, c'est comme ça sera mon chemin de vie, c'est pas grave. Mais c'est juste qu'en fait, ma peur, c'est de partir en emportant tous les souvenirs de notre famille, les souvenirs de la rencontre avec son père, jusqu'à pourquoi on a voulu la voir et comment ça s'est passé. Et en fait, on est gardien de choses très très précieuses, même les plus insignifiantes. Et je pense que c'est laisser le plus de traces possible, des petits mots, des audios, ce genre de choses, c'est tellement important pour ceux qui restent, en fait. Alors là, je me tourne naturellement vers Tiffaine, qui crée ça avec La Voix du Cœur, c'est ça, Tiffaine ? Exactement, moi avec La Voix du Cœur, en fait j'ai créé ça suite à mon projet La Voix des Lucioles et suite aux bienfaits que je remarque sur le podcast, j'ai créé des podcasts privés et entièrement personnalisables que je propose aux gens de faire avec moi. Justement, entre autres, parmi tous les bienfaits, c'est laisser une trace, et on a prévu justement d'en faire un normalement avec Justine, donc voilà pour tout ça, pour ceux qui veulent laisser une trace ou se rappeler ou transmettre. C'est tellement important. Il est l'heure de refermer les portes de l'épicerie. Une dernière chose à rajouter, Virginie ? Alors, je vais encore vous faire une autre citation. Il faut laisser les âmes du défunt être tissées au fil de nos vies. Voilà, je trouve que c'est une très belle conclusion. Très belle conclusion. Alors, merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis. Merci aussi ici dans le studio d'avoir participé et d'avoir offert aussi, partagé votre expérience sur le sujet. On se retrouve très bientôt. Pour ceux et celles qui souhaiteraient écouter l'émission, donc rendez-vous sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac en tapant les mots-clés l'épicerie culturelle du territoire. Vous retrouverez le podcast. Sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, on mettra aussi les informations, les dates de représentation, de conférences, et également aussi on pourra mettre à disposition vos podcasts. Qui laisse à vivre et qui nous aide aussi à avancer, en tout cas sur ce chemin de vie. C'est comme ça que j'ai envie de terminer l'émission. Un grand merci à tous. Merci aussi à Jean-Pierre à la technique, et on se retrouve très très bientôt.